n'est pas républicain, il me revient à moi de restituer les choses. Je vais faire observer, pour terminer sur le sujet, que lorsque je devais prêter mon serment d'avocat, mon parrain de stage, mon maître de stage, le bâtonnier Monté, m'a demandé de rencontrer un certain nombre d'avocats, au nombre desquels le bâtonnier Yondo. Et je parle sous le contrôle de mon confrère. Quand j'ai rencontré le bâtonnier Yondo, il m'a salué, il m'a dit, vous vous appelez comment? J'ai dit Georges Teghem. Il dit, Monsieur Teghem, demain est un grand jour pour vous. À partir de demain, vous devez savoir que votre rôle en tant qu'avocat, c'est de vous rassurer que vous n'avez jamais induit la justice en erreur. Vous devez, dans votre travail, vous rassurer toujours que la qualité de la justice est rendue en fonction de la qualité des avocats. Et c'est votre responsabilité dans la construction du destin de votre pays. C'est ce que je voudrais faire observer pour vous dire, Monsieur Noufeli, que les gens d'un certain âge ont des principes républicains qu'ils transmettent. Et je souhaite, c'est un vœu. M. Bignam a tout à fait le droit de s'exprimer, mais je veux rappeler que la République s'est investie, M. Bignam, pour vous donner une formation et vous devez restituer à la République ce qu'elle vous a donné. Ceci étant dit, je vais maintenant sur le Covid. Permettez-moi, M. Noufeli, déjà, de rendre un hommage au sein du service public de toutes les personnes qui travaillent dans des conditions difficiles pour endiguer ce mal. Je pense ici aux personnels de santé, je pense ici aux éducateurs, je pense ici aux enseignants. Parce qu'il ne faut jamais oublier le travail remarquable qui est accompli par les enseignants. Il vous souvient qu'il y a quelques jours, lorsqu'on a annoncé la rentrée scolaire le 1er juin, il y a des gens qui ont demandé école morte. Heureusement que ceux qui ont été formés par la République ont compris qu'il y a quelques années aussi, ils ont bénéficié de la République et ils ont préféré, en tant que par sursaut républicain, ils ont choisi de restituer à la République ce que la République leur a donné en formant les enfants. Et je vais ici magnifier aussi la parenté responsable. Parce qu'il faut dire que les parents qui ont accepté d'envoyer leurs enfants à l'école en leur donnant des masques participent aussi à l'effort de construction du Cameroun de demain à travers la jeunesse d'aujourd'hui. Venons-en à la question de 300 décès. C'est le bilan officiel de Covid-19. Lorsqu'on compare la situation sanitaire du Cameroun avec d'autres pays africains, comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal, on constate que le Cameroun a 2 fois plus de nombre de décès que ces 2 pays réunis. Qu'est-ce qui explique une telle situation? Monsieur Noufeli, moi dans ma démonstration, je devais aboutir au résultat que vous attendez. Le Cameroun, ce que je dis, c'est que les Camerounais travaillent. Il y a un travail qui est fait par les autorités gouvernementales avec l'accompagnement des Camerounais dans le cadre de la République exemplaire, de la construction de la citoyenneté. Si je parle des cas des enseignants, si je parle des cas des infirmiers ou du personnel médical, c'est pour dire que s'il y a un travail à faire, c'est un travail qui nous interpelle tous. Nous d'abord en tant que Camerounais, parce qu'il s'agit de vaincre ce fameux cancer qui est venu envahir la société, en tout cas, qui n'est pas une particularité camerounaise. Et le gouvernement de la République, il travaille avec l'accompagnement des Camerounais. Et M. Bignam a fort à propos indiqué que les Camerounais à eux seuls ne peuvent pas parvenir à endiguer un tel mal. C'est pourquoi le gouvernement de la République a choisi de nous faire accompagner. Nous ne travaillons pas seuls, nous travaillons avec le représentant résident du système des Nations Unies, du PNUD, de l'OMS. Ça veut dire que nous avons, ou alors le gouvernement est en train de travailler, il y a un travail qui est en train d'être fait, et il me souvient que dans son discours du 19 septembre dernier, le président de la République a même appelé les Camerounais à plus d'ingéniosité. Ça veut dire que forcément, on constate qu'il y a un travail à faire et au Cameroun, ce travail est en train d'être fait. Je suis content que les Camerounais soient les premiers à travailler et que le gouvernement de la République et surtout son excellent Monsieur le Président de la République pense à ce que même si les Camerounais travaillent, nous pouvons nous faire accompagner. C'est ce qui s'est passé avec le Royaume du Maroc qui a offert, c'est ce qui s'est passé avec la Chine, c'est ce qui s'est passé avec un certain nombre de partenaires qui nous accompagnent dans un combat qui est légitime. Et je pense malgré cet accompagnement, le Cameroun enregistre quand même 313 décès. Le niveau de personnes testées jusqu'ici est relativement bas par rapport à nos voisins d'Afrique de l'Ouest ou encore ceux d'Afrique de l'Est. Comment expliquer qu'un tel accompagnement ne permette pas d'optimiser le niveau de prise en charge médicale et le niveau de recherche des cas actifs au Cameroun? Je suis absolument surpris parce que vous indiquez, parce qu'il y a au Cameroun un certain nombre de sites qui ont été créés pour accueillir les malades du Covid. Et il me semble qu'au niveau de la politique des territoires, qu'on est confié aux mairies, on est confié à un certain nombre d'acteurs locaux la possibilité d'organiser notamment les délégations départementales de la santé. Et je vous disais tantôt, à l'école et partout, on est confié des missions pour détecter les cas de Covid.
C'est un travail qui, forcément, n'est pas encore optimisé, j'en conviens avec vous, mais convenez avec moi que c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui demande un effort constant, un effort régulier, et dans tous les cas, avec un peu de temps, nous allons réussir à juguler ce mal. Après vous, Maître Georges Teghem, Maître Lavoisier de Sapi qui nous a rejoint. Maître Sapi, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Je suis en noir, ce n'est pas une tenue habituelle. Je m'en excuse, c'est parce que hier nous avons porté en terre un grand camarade, l'honorable Maître Mbandam. Nous l'avons enterré hier et je profite de cette tribune pour lui renouveler l'hommage mérité pour le combat qu'il a mené dans la lutte pour la démocratisation de notre pays, dont je souhaite que le Seigneur l'accueille. Je dois préciser que Mbandam a été enterré dans son domicile en Komo, à Yaoundé, en lieu et place de Batibo, qui est son village natal où il aurait dû être enterré. Il n'est pas mort de Covid, il est mort de maladie depuis avril. Ça fait que normalement, il devait être enterré comme le chef de son village a exigé à Batibo, dans le nord-ouest. Il ne l'a pas été. C'est à cause de la crise anglophone, peut-être, dont nous en parlerons. On en parlera tout à l'heure, Maître Sapi. J'aimerais qu'on évoque cette situation sanitaire au Cameroun. Vous venez de la région de l'Ouest, à Bafoussam. Vous étiez également à Yaoundé pour ces obsèques. Est-ce que vous observez la stratégie de riposte sanitaire mise en exécution depuis près de 3 mois et vous la comparez à celle des autres pays africains comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana ou encore le Rwanda? Quelle est votre appréciation? Quelle évaluation faites-vous des mesures gouvernementales mises en œuvre pour faire face à cette pandémie? Au moment où nous enregistrons 313 décès des suites de Covid-19 et près de 10 100 cas guéris à l'heure actuelle. Ben, Cédric, nous avons eu le SDF a toujours eu à critiquer les méthodes gouvernementales. Parce que je dois dire que les Camerounais se battent pour ne pas mourir de Covid-19. Les Camerounais se battent vraiment. Ce n'est pas trop par la force du gouvernement. Au début de cette crise, nous l'avons dit, des mesures appropriées n'ont pas été prises pour éviter qu'on arrive à la catastrophe que nous connaissons maintenant, à savoir qu'on a déjà enregistré plus de 300 morts. Dans les autres pays où les morts ont été moindres, il y a eu des mesures telles que les confinements, les vrais confinements qui ont été pris et qu'on a appliqués. Au Cameroun, on n'a jamais confiné une seule ville. Et puis quand vous regardez les statistiques du ministre de la Santé, nous aurions bien voulu que le ministre de la Santé étale ces statistiques par région. On doit savoir dans telle région il y a tel nombre de cas, dans telle région il y a tel nombre de cas. Et quand on connaît ça, ça permet de confiner pour limiter. On n'a jamais pris de décision de confinement. Et bien plus, les mesures barrières que le gouvernement a énoncées, qui étaient, somme toute, des mesures efficaces, le gouvernement n'a pris aucune mesure de contrainte. Je dois rappeler que seul le gouvernement a la force publique. Il ne suffit pas que M. Paul Biya demande aux gens de porter le masque. Mais il y a la force publique pour s'assurer que les gens portent ces masques effectivement. On a demandé à ce qu'il n'y ait plus de surcharge dans les véhicules. Mais descendez dans la rue et regardez ce qui se passe. Les véhicules de transport public traversent les barrières de gendarmerie et de police surchargés, avec des passagers sans masque. Moi, je l'ai observé. Au nez et à la barbe des policiers et des gendarmes qui se contentent de prendre de l'argent. Donc, il n'y a pas de contrainte. Et nous avons, je crois que nous les Africains, nous avons un malheur. C'est de ne pas croire en nos propres potentialités. Nous avons, avec l'éclatement de la crise du Covid-19, constaté que quelqu'un comme Monseigneur Cléda a un remède qui soigne. Nous serions attendus à ce que le gouvernement mette ce remède à l'épreuve. Si le gouvernement prend 10 malades qui sont contaminés, leur donne le remède de Monseigneur Cléda et voit qu'il le soigne, que ces 10 malades sont guéris, il appartient au gouvernement de dire j'ai la solution et de l'appliquer massivement aux Camerounais. Mais qu'est-ce qu'on a constaté?
on a organisé une rencontre entre le ministre de la Santé, Monseigneur Cléda. Le ministre de la Santé a annoncé qu'il a mis des scientifiques à la disposition de Monseigneur Cléda, qui sont juste venus prendre des informations qui sont reparties. Il a même rencontré le Premier ministre. Au jour d'aujourd'hui, on est sans suite. Ça veut dire que le gouvernement ne croit même pas aux potentialités du Cameroun à maîtriser cette pandémie. Et c'est extrêmement regrettable. Parce que le chef de l'État, dans son discours le 19 mai, il dit oui, on attend la solution qui viendra de l'OMS. Et nous avons vu la réaction de Madagascar, qui avait aussi son remède par rapport à l'attitude de l'OMS. Le chef de l'État a également dit qu'il est ouvert pour soutenir toute initiative locale pour pouvoir faire face à la pandémie de Covid-19. Comment comprendre qu'il y ait l'expression d'une volonté politique à intégrer ces solutions locales et qu'au niveau du gouvernement, il n'y ait pas une mobilisation pour intégrer ces formules venant de la pharmacopée traditionnelle dans le protocole thérapeutique pour soigner les cas de Covid-19? Nous savons bien que l'OMS est prise en otage par les grandes firmes pharmaceutiques. L'OMS ne veut pas que le remède du Covid sorte ailleurs que dans les grandes firmes pharmaceutiques qui le soutiennent. Pourquoi les États-Unis se sont retirés de l'OMS? Et le gouvernement camerounais donne l'impression d'être sous la pression de ces grandes firmes pharmaceutiques qui interdisent à ce que nous puissions vulgariser un produit qui soigne. Au jour d'aujourd'hui, Monseigneur Cléda a près de 4000 malades soignés, guéris. 4000 cas guéris. Et on ne nous a pas encore annoncé un cas de quelqu'un qui a pris le remède de Monseigneur Cléda qui est décédé. Et lui-même a appelé la presse pour dire « je soigne les cas même les plus critiques ». Qu'est-ce qui donc justifie que le gouvernement de notre pays, qui a un citoyen camerounais qui soigne, se désintéresse à cette hypothèse pour préférer les solutions qui viennent de l'Organisation mondiale? Ça veut dire que le gouvernement privilégie les solutions externes, privilégie ce qui vient de l'extérieur par rapport à ce qui vient du Cameroun, et c'est extrêmement regrettable. Donc je pense que oui, le Covid-19, ça va pas être facile qu'on puisse le traiter de cette manière, de toutes les façons. Et sur la question de la capacité des plateaux techniques dans les hôpitaux de district situés dans l'arrière-pays, vous qui êtes à Bafoussam à l'ouest, est-ce qu'il y a des moyens conséquents qui ont été affectés à ces hôpitaux de district pour prendre en charge les premiers cas suspects de Covid-19? Ben, c'est là aussi une autre attitude que nous regrettons, parce que à l'ouest Cameroun, le seul centre qui prend en charge les personnes qui sont atteintes là où on peut les confiner, c'est à Kouékon. Kouékon est saturé. L'hôpital régional de Bafoussam est saturé. Ça veut dire que actuellement, les malades atteints du Covid-19 à Bafoussam n'ont pas là où aller. Le corps médical est mal entretenu. Ils n'ont pas suffisamment de combinaisons pour faire face à cette pandémie. Les combinaisons, les gants, etc., ils n'en ont pas. Et puis, il y a autre chose qu'il faut relever. Lorsque on parle de confinement, il ne suffit pas de prendre un citoyen dans la ville de Bafoussam, aller le déposer à Kouékon. Il faut, parce qu'on le soustrait de sa famille. Et les visites sont compliquées, puisque vous ne pouvez pas aller vers votre frère qui est malade et qui est confiné à Kouékon. L'État ne leur donne pas à manger. Nous avons vu des gens qui sont allés à Kouékon, qui sont ressortis. Ils ont fait pratiquement 40 jours. Ils n'ont pas eu droit à 10 repas offerts par l'État, ce qui est extrêmement grave. Donc, il faut donc que l'État mette les moyens à la disposition du corps médical. Ça ne suffit pas, M. Teguet, de féliciter les médecins. Lorsque le ministre de la Santé lui-même a annoncé qu'il a déjà encaissé plus d'1,8 milliard de dons, cet argent, les médecins ont combien là-dedans? Pourquoi le gouvernement ne dit pas que voici une prime spéciale que nous avons accordée aux médecins qui s'occupent du Covid-19? On n'en voit pas. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Quand on va demander les comptes publics, on va vous dire oui, ce n'est pas votre rôle de demander les comptes publics, c'est notre rôle en tant que politicien, de demander qu'il y ait une gestion transparente de cette crise. Et je voudrais terminer, Cédric, pour annoncer que au niveau de la commune de Bafoussam 1er, la commune d'arrondissement de Bafoussam 1er, nous avons pris des mesures. À partir de mardi, la commune de Bafoussam 1er organise un dépistage massif
de tous les habitants de la ville de Bafoussam, avec l'appui du district de santé de la MIFI. Et ce dépistage, nous l'avons organisé de manière que les résultats soient secrets. Donc que la population n'ait pas peur de venir se faire dépister, personne ne saura le résultat de l'autre. Et également, les gens qui seront détestés positifs, ce sera très secret, il y a la possibilité de les confiner à domicile. C'est-à-dire, on ne va pas les envoyer à Kwekon, ou bien les envoyer, je ne sais pas où, là où il n'y a pas de lit. On pourra leur donner des remèdes gratuitement et ils seront soignés dans leur domicile, de manière à ce qu'on ne les envoie pas ailleurs. Donc, voilà un peu les mesures que nous avons prises de notre côté pour apporter la contribution de la commune de Bafoussam. Au-delà de cette initiative d'une municipalité, Maître Georges Teghem, il y a ce problème de plateaux techniques insuffisants dans les hôpitaux de district au Cameroun, puisque le Premier ministre lui-même a demandé au ministre de la Santé publique de relever le plateau technique des districts de santé afin de leur permettre de s'investir pleinement dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Douala et Yaoundé, certes, sont plus ou moins pourvus, mais dans le reste du Cameroun, il y a de sérieux problèmes. Que fait le gouvernement sur cette question? Écoutez, quel que soit le pays du monde, les structures sont engorgées. Avec le Covid, les structures sont engorgées. Donc, il y a une stratégie qui est mise en place et je suis content que mon confrère, qui est par ailleurs un élu, je tiens à le féliciter pour son élection, je suis content qu'il ait enfin évoqué le rôle du développement par les territoires, notamment le rôle des mairies. Lorsqu'il y a un problème comme celui du Covid, Monsieur Noufélé, ce n'est pas un problème qui concerne le gouvernement seul. C'est un problème camerounais, c'est un problème national qui interpelle toute la communauté nationale. Et dessus, j'ai envie de dire à mon excellent aîné et formateur que vous avez dit tantôt que qu'est-ce que l'État de nos médecins. Mais, chers confrères, les médecins là sont le produit de l'État. Ils ont bénéficié de notre système scolaire. Ils ont bénéficié de notre système sanitaire. Oui, ils ont bénéficié de notre système sécuritaire. C'est-à-dire notre pays. Le pays leur a donné une formation. On est dans une crise. On est au moment où ils doivent restituer. Même si je peux comprendre qu'ils revendiquent. Mais ils doivent restituer à l'État ce qu'ils ont reçu. On fait des dons. Ils doivent profiter aussi de ces dons. Je vous en prie, Maître Georges Teghem, à la parole. Je ne vous ai pas interrompu, s'il vous plaît. Voilà. Maître Georges Teghem, en France, il y a eu des primes spéciales qui ont été accordées au personnel soignant. Je suis d'accord avec vous. Les médecins, les infirmiers ont posé des revendications en France. On a vu également en Afrique de l'Ouest un accompagnement de la part de l'État pour permettre au personnel soignant d'être en confiance et de pouvoir travailler de façon optimale face à la pandémie de Covid-19. Au Cameroun, au-delà des félicitations, qu'est-ce qui est prévu pour ce personnel médical? Très bien de le dire. Écoutez, la loi de finances a été votée avant. Lorsque vous vous exprimez, M. Noufélé, il faut toujours vous dire que la loi de finances a été votée avant. Et la loi de finances n'avait pas prévu la pandémie, puisque personne n'attendait la pandémie au moment du vote de la loi de finances. Et est du domaine de la loi, justement, les prévus, les mesures telles que celles que vous êtes en train de dicter. C'est pour cela qu'en France, si vous avez bien observé, le personnel médical a exprimé des revendications. Ils ont commencé à... D'ailleurs, le public français a commencé par les féliciter tous les soirs. Et ensuite, le gouvernement a pris la mesure de la situation. Je ne doute pas qu'au Cameroun, rassurez-vous, le gouvernement va adresser cette question. Il y a une ordonnance portant rectification de la loi des finances. Elle n'a pas été intégrée jusqu'à l'heure actuelle. Mais écoutez, il ne faut pas insulter l'avenir. Le gouvernement et le président de la République l'a dit dans son discours du 19 mai. Il a dit qu'il encourage toutes les initiatives, contrairement à ce que mon confrère est en train de vouloir faire croire sur ce plateau. Monsieur Cléda, l'archevêque de Douala, a été reçu au plus haut niveau à la primature. Le président de la République, la voix la plus autorisée, l'élu de la nation tout entière, a dit qu'il encourage les initiatives locales. Et concrètement, qu'est-ce qui est fait? On encourage comment sur le terrain? Au-delà des discours, Maître Teghem. Vous n'avez pas entendu tout à l'heure mon confrère? Il vous a dit qu'à la mairie de Bafoussam premier, ils vont... Mais c'est des Camerounais. Mais monsieur Noufélé, vous croyez que lui, quand il le dit, il est l'élu de la nation? Mais c'est pas avec le Cameroun qui travaille. C'est pas avec le remède de Monseigneur Cléda. Monsieur, il n'y a pas qu'avec le remède de Monseigneur Cléda que les gens sont traités du Covid. Voilà. Il n'y a pas qu'avec son remède, il y a un protocole qui est en train d'être exécuté par le gouvernement. Moi, ce que je ne comprends pas, monsieur Noufélé, c'est que
Moi, j'ai l'impression, quand je vous écoute, M. Noufeli, que vous pensez qu'il appartient uniquement au gouvernement de résoudre les problèmes camerounais. Mais c'est faux, c'est nous les Camerounais qui devons régler nos problèmes, M. Noufeli. Et quand il y a un problème au Cameroun, ça nous interpelle. Et c'est ce que le président de la République fait. Observez bien sa façon de travailler. Quand il y a un problème, il parle aux Camerounais et il sollicite la communauté internationale pour un accompagnement. Observez bien sa façon de travailler. C'est un enseignement, M. Noufeli. La communauté internationale ne viendra jamais régler les problèmes des Camerounais. Il appartient à nous, les Camerounais, de régler nos problèmes. Et dessus, j'ai entendu tout à l'heure mon confrère, toujours s'exprimant sur le Covid, dit que le gouvernement n'a rien fait, il faut contraindre les gens. Mes chers confrères, nous sommes en démocratie. Le Cameroun est une terre de liberté. Les Camerounais sont des gens sérieux, les Camerounais sont des gens responsables. Mais monsieur, la responsabilité de chacun d'entre nous, c'est de savoir que je dois observer les mesures barrières. Nous sommes sur ce plateau, on observe la distanciation d'un mètre. C'est notre responsabilité. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, chers confrères, et cela, vous comprenez pourquoi d'ailleurs nous gagnons les élections. C'est vrai que vous avez gagné en premier. Si nous gagnons, monsieur, chers confrères, c'est parce que justement les Camerounais observent que nous, contrairement à vous, nous leur accordons leur liberté, mais nous les responsabilisons. Alors justement, le RDPC qui estime qu'il y a une responsabilité individuelle dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, est-ce que les méthodes de travail du gouvernement et du président de la République sont convaincantes pour vous, Pierre-Emmanuel? Mon feu père avait l'habitude de me dire que il m'appelait Ataman. Chez nous, le Bassa, Ataman veut dire mon père. Mon feu père avait l'habitude de me dire que Ataman, il faut avoir honte de dire des mensonges en public. C'est malheureux d'entendre ça de la bouche d'un avocat qui dit à Mondo Vision que nous sommes en démocratie au Cameroun. Nous ne sommes pas en démocratie au Cameroun. Je pèse mes mots. Le principe de séparation de pouvoir entre le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif voudrait que la justice soit libre au Cameroun. Mais tout le monde le sait que dans la pratique, la justice n'est pas libre dans ce pays. On n'a qu'à voir les procédures d'arrestation qui sont toujours initiées par l'exécutif. Il n'y a pas de respect des libertés de l'homme au Cameroun, des droits de l'homme au Cameroun. Ce n'est pas moi ou le MRC qui avions fait le dernier rapport des États-Unis sur le non-respect des droits de l'homme au Cameroun. Le Cameroun a tellement reculé. 30 ans après avoir voté les lois sur les libertés d'expression et d'association, on est rentré en arrière dans une situation où on kidnappe un journaliste, il décède et c'est 1 an après, dans le cadre de Samuel Ouazizi, qu'on le constate. On a vu ce qui s'est passé tout récemment avec Ernest Obama. Donc, on ne peut pas, sans ajouter l'arrestation brutale et illégale du professeur et le président élu, Maurice Kamto, l'année dernière, qui a été traîné dans la boue avec ses militants, comme des moins que rien. On lui a collé des motifs de terrorisme, de troubles, de conspiration contre la nation et tout cela. Donc, au vu de tous ces événements, on ne peut pas dire à Mondo Vision que le Cameroun est une démocratie. Je suis désolé, le Cameroun est une dictature. Alors, notre travail en tant que parti politique, c'est effectivement de continuer à lutter pour que enfin un jour le Cameroun devienne une démocratie, tel que c'est sur les papiers. Alors, je reviens maintenant sur la situation de la pandémie. La situation est en train de nous échapper, la gestion de la pandémie. Quand Maître Tegem dit que ça ne concerne pas uniquement l'État, je suis d'accord avec lui. Voilà pourquoi les initiatives comme Survie Cameroun, Survival Initiative ont été mises sur pied pour véritablement venir en aide au gouvernement afin qu'on puisse être mieux armé pour combattre la pandémie et bien d'autres initiatives. Mais qu'est-ce qu'on observe dans la pratique? Nos humanitaires sont arrêtés et jetés dans les cellules des commissariats et des gendarmeries en longueur de journée. On nous empêche ouvertement de distribuer gratuitement, parce qu'il faut relever le caractère gratuité du matériel que les organisations, les initiatives et autres mettent à contribution. Mais l'État ne nous donne pas, le gouvernement du président Paul Biya ne nous donne pas la possibilité même d'aider les populations gratuitement.
lorsqu'on se lève pour distribuer les masques, lorsqu'on se lève pour distribuer les gels hydroalcooliques gratuitement, des bouteilles de 1 litre de gel hydroalcoolique qui sont à près de 7 000 francs, nous les distribuons gratuitement et qu'on enlève, on empêche nos humanitaires de travailler. En ce moment, on ne peut pas se plaindre que la population n'est pas en train de se mettre à contribution. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que le régime du président Paul Biya, qui nous gouverne actuellement, refuse de comprendre que quand il y a une situation qui concerne le pays, qu'il cesse de cavaler seul, qu'il prête l'oreille et qu'ils écoutent, qu'ils fassent toujours l'effort de mener des actions, je veux dire consensuelles, des actions inclusives et appeler tout le monde autour d'une table. Au début de cette pandémie, nous sommes le 19 mars de cette année, lorsque le président élu, professeur Maurice Kamto, fait sa première sortie, il félicite les mesures barrières qui ont été annoncées par le Premier ministre, le Dr John Gouté. Voilà pourquoi le lendemain, lui-même, il s'est mis à pratiquer ces mesures de distanciation et puis le lavement des mains. Il a même fait des vidéos pour ça qui ont circulé partout, même à la télévision. Alors, mais il n'a pas manqué d'attirer l'attention du gouvernement et de faire des propositions, de mettre sur pied rapidement une commission de riposte de la pandémie, une commission nationale qui devait être présidée par le président Paul Biya lui-même. Parce qu'on sait que quand on observe la façon dont la pandémie est gérée, on constate qu'il y a une cacophonie d'action. Le Premier ministre annonce des actions, les différents ministres annoncent les actions, les gouverneurs font des communiqués, les préfets font des communiqués, les sous-préfets font des communiqués, chacun à son niveau. Il n'y a pas une véritable stratégie coordonnée sous forme de one plan, c'est-à-dire que de plan général pour faire face à cette pandémie. Nous sommes dans un désordre fou qu'on ne comprend plus même à quel sens se vouer. Voilà pourquoi tout à l'heure Edmond et Maître étaient en train d'évoquer les cas de surcharge au niveau du transport. On nous a dit que le ministère des Transports, avec le gouvernement et le Premier ministre, avait trouvé, après une concertation avec les syndicats de transport, des solutions pour ne pas faire de surcharge. Mais nous vivons ça au quotidien. Même dans les transports, les compagnies qui font les transports routiers, VIP, on voit qu'il n'y a pas de respect des distanciations. Parce que nous sommes dans ces bus tout le temps. Ne parlons pas de ceux qui font le vrac. On constate que les bus de 72 places sont pleins et des personnes n'ont pas de masque. Ne parlons pas des boîtes de nuit, des snack bars qui ont été ouverts. Je veux dire que le gouvernement n'a pas pris à pleine mesure la gestion de cette pandémie. Et quand on revient aux solutions de la pharmacopée, comme celle de Cléda, je répète ici qu'il faut un courage. Vous ne pouvez pas me dire qu'un jeune président comme le président malgache ait pris le courage de faire la promotion de Covid Organics parce qu'il savait qu'il allait l'avoir autorisé. Aujourd'hui, il s'assoit à table avec l'Organisation mondiale de la santé pour discuter d'égal à égal. Il leur fait des propositions et l'OMS lui fait aussi des propositions concrètes concernant sa population. Le gouvernement camerounais, qu'est-ce que le gouvernement attend pour prendre position officiellement, par la bouche autorisée, je ne parle pas du Premier ministre, du président Paul Biya, sur la solution de Monseigneur Cléda, qui aujourd'hui a déjà soigné plus de 5000 Camerounais. Et ce n'est pas une solution qui est secrète. Monseigneur Cléda lui-même est monté au créneau pour confirmer qu'il a une solution par rapport à cette pandémie, même pour des cas critiques. Donc, il faut une dose de courage de la part du président Paul Biya d'annoncer officiellement ce traitement qui pourrait aider, non seulement, vous voyez par exemple au Tchad. Au Tchad actuellement, le Tchad a moins de cas et moins de décès que beaucoup de pays dans la zone CEMAC. Pourquoi? Parce que le Tchad a fait de grandes commandes orchestrées par le président Idriss Déby lui-même de Covid Organics. La solution créée là, si aujourd'hui le gouvernement camerounais officialise ça, ça peut aider non seulement les Camerounais, mais aussi notre entourage, c'est-à-dire que la CEMAC et les pays, pourquoi pas, de l'Afrique de l'Ouest. Il faut un courage pour ça, mais sachant, je ne me souviens pas un seul jour où
le gouvernement camerounais a été courageux à prendre une position quand les enjeux concernent la communauté internationale. Je me souviens en 2003, concernant la guerre en Irak, où le Cameroun siégeait au Conseil de sécurité et la voix de Cameroun comptait. Il était question que le Cameroun s'aligne. Même nos parents, c'est-à-dire que la France, à l'époque, Chirac a pris position contre la guerre en Irak, mais le président Paul Biya n'a pas été capable de prendre une position. Il est resté en non aligné. C'est pas aujourd'hui, en fin de cycle de vie et même de gouvernance, qui va se prononcer en faveur de Cléda. C'est dommage pour nous. Après vous, Pierre-Emmanuel Edmond Kamgiassu, ce débat autour de la méthode de travail gouvernementale pour faire face à la pandémie du Covid-19. Dans les rangs du RDPC, on estime qu'il y a une responsabilité individuelle qui est importante et que le gouvernement a tout fait jusqu'ici pour contenir la pandémie. De l'autre côté, l'opposition critique cette méthode, estimant qu'il y a beaucoup d'incohérences et un manque de volonté politique pour soutenir les initiatives locales en matière de traitement. Quel est votre regard sur ce sujet? D'abord, il faut dire que les observations, les critiques qui sont formulées contre les actions ou la méthode gouvernementale de riposte contre le Covid-19 sont fondées. Et ensuite, je voudrais dire à Maître Georges Teghem, qui davantage met l'accent sur les initiatives individuelles que sur la responsabilité du gouvernement, qu'en réalité, c'est le gouvernement de la République qui est responsable de la santé publique. La santé publique a pour patron, c'est-à-dire que celui qui se charge de la santé publique, c'est le gouvernement de la République. Ce ne sont pas les citoyens qui sont chargés de la santé publique. Ça, il faut le noter et le dire avec force. Les initiatives individuelles ne font qu'accompagner l'action gouvernementale qui est menée. Et quand elle est bien menée, les initiatives individuelles accompagnent de manière efficace cette action-là. Mais malheureusement, on est dans une situation où on s'interroge sur l'efficacité de la méthode gouvernementale dans la stratégie de riposte. Et on a vu au début de cette émission, on a fait un peu la comparaison avec certains pays d'Afrique de l'Ouest, francophones comme anglophones, de même niveau de développement et qui ont presque les mêmes structures sanitaires que le Cameroun, que ailleurs, il y a moins de décès. Chez nous, alors qu'on se serait attendu que nous allions un peu comme les autres sur les mêmes bases, mais nous avons plus de décès, sinon 2 fois plus de décès. Cela signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne marche pas. La situation n'est pas maîtrisée. Et il y a nécessité pour le Premier ministre et son gouvernement, je le suggère, pour leur prochaine réunion hebdomadaire de réflexion sur la mise en œuvre de la stratégie de riposte, qu'ils essaient de réfléchir pour mieux comprendre pourquoi est-ce que au Cameroun, malgré les mesures, les actions qu'ils prennent, il y a toujours un peu plus de morts que dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Et même dans d'autres pays, parce que nous sommes en Afrique centrale, le pays qui a le plus grand nombre de décès. Le Cameroun est en Afrique centrale le pays qui a le plus grand nombre de décès. Et en Afrique, nous sommes le 6e pays le plus touché en termes de décès. C'est pour dire qu'il y a vraiment péril en la demeure, il y a nécessité et même urgence à ce que le gouvernement prenne toutes ses responsabilités. Mais alors, véritablement toutes ses responsabilités. Il ne s'agit plus de faire ce que je pourrais appeler de la mise en scène. Parce que ça y ressemble. C'est-à-dire aller à la télévision ou envoyer des messages pour dire que nous avons tel nombre de morts, tel nombre de guéris, nous sommes maintenant à tel nombre de cas confirmés. Ça ne suffit plus de le dire. Il faut expliquer pourquoi. Il faut expliquer pourquoi. Les Camerounais veulent savoir. Autre déclaration, Edmond Kamgia, c'est sur la gratuité du dépistage et du protocole de prise en charge. Le docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, l'a rappelé. Pourtant, de nombreux Camerounais continuent de payer pour avoir accès à ce dépistage dans certaines formations sanitaires publiques. Quel problème cela pose entre l'annonce de la gratuité des tests et du protocole de prise en charge et le quotidien des Camerounais qui, dans certaines formations sanitaires, sont contraints de payer pour avoir accès à ces soins spécifiques concernant la pandémie du Covid-19?
Malheureusement, cela fait partie des critiques et des observations qui sont souvent formulées à travers ce que j'appellerais les effets d'annonce. On annonce quelque chose, mais on ne veille pas au suivi de l'application de la mesure. Voilà ce qui se passe. Le gouvernement, à travers le Premier ministre ou son ministre de la Santé, dit que ces examens-là seront gratuits. Mais rien n'est fait au niveau des hôpitaux pour s'assurer qu'effectivement c'est gratuit. Il faudrait, au niveau de ces différents hôpitaux, qu'il y ait une sorte de cellule de contrôle pour s'assurer que, effectivement, en ce qui concerne le Covid-19, c'est gratuit. Et que ceux qui ne passent outre cette mesure soient interpellés et éventuellement sanctionnés. C'est ce qu'il faut faire. Malheureusement, c'est l'impunité qui continue. Et nous sommes là depuis 38 ans parce que c'est le règne de l'impunité. On ne sanctionne pas. Et la stratégie de riposte au Covid-19 va pécher parce qu'il y a impunité également. Et parmi les conséquences de la progression de la pandémie de Covid-19, il y a la question de l'ouverture des frontières au niveau international. Maître Tsapi, les pays de l'Union européenne doivent se prononcer sur une proposition d'une quinzaine d'États dont les voyageurs seront admis sur le sol européen dès le 1er juillet 2020. Seuls 4 pays africains ont été retenus, parmi lesquels le Rwanda, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Le Cameroun n'en fait pas partie pour la première liste de ces 4 pays africains dont les ressortissants seront autorisés à fouler le sol européen dès le 1er juillet 2020. Comment vous réagissez suite à ces critères qui s'appuient sur la progression de la pandémie de Covid-19 dans les pays africains? Je crois qu'il s'agit là de la sanction de la stratégie gouvernementale par rapport à la lutte sur le Covid-19. L'Union européenne sanctionne le Cameroun pour dire que votre stratégie n'est pas efficace. Vos citoyens ne peuvent pas encore venir au Cameroun. Et je crois que relativement à ce que mon excellent confrère, Maître Tegama, dit, je pense qu'on ne doit pas laisser la santé camerounaise entre les mains des citoyens en prétextant qu'on doit être discipliné. Parce que si les citoyens étaient aussi disciplinés que ça, la police n'existerait pas, la gendarmerie n'existerait pas, la justice n'existerait pas. Si chacun devait faire ce qu'il doit faire, ça n'existerait pas. Et pour d'ailleurs renforcer sur l'inefficacité de la lutte engagée par le gouvernement, je citerai un exemple. Qu'est-ce que vous faites dans le nord-ouest et le sud-ouest par rapport au Covid-19? Parce que ce que vous devez savoir, c'est que dans la région du nord-ouest, en dehors de la ville de Bamenda, plus rien ne fonctionne. Tout le reste de la région, c'est des zones de guerre. Vous allez dans le sud-ouest, en dehors du département du Fako, le département d'Indiane, le département de la Magno, le département de la Mémé, c'est des zones de guerre. Alors, comment est-ce que vous luttez contre le Covid-19 dans la zone anglophone, où il n'y a plus de centres de santé, où les hôpitaux ont été détruits, certains de ces centres de santé sont occupés par les ambassonniers? Qu'est-ce que le gouvernement fait? Rien jusqu'à présent. Comment est-ce que les malades du Covid-19 dans le sud-ouest et le nord-ouest, comment ils se débrouillent? Vous comprenez bien que nous sommes dans une situation extrêmement grave, où l'État du Cameroun n'a pas encore pris la pleine mesure de ce qu'il faut faire pour sauver les Camerounais par rapport à cette pandémie. Donc je pense que si l'Union européenne a pris cette mesure, il faudra rappeler, il faudra que le gouvernement revoie ses méthodes. Par rapport à la thérapie de Monseigneur Cléda, je crois que le discours que Maître Tegem tient ici, c'est un discours antinationaliste. Et c'est extrêmement grave. Parce que ça veut dire que l'Africain doit rester éternellement à la traîne. Vous vous dites que, Monseigneur, que le gouvernement applique un protocole. Mais le protocole que le gouvernement applique, c'est le protocole imposé par l'OMS. L'OMS a imposé ça. Nous avons un Camerounais qui soigne. Est-ce que l'homme africain, est-ce que le dirigeant, nos dirigeants, est-ce qu'ils croient en nos compétences? Ou bien on doit rester éternellement esclave du blanc? Moi, je pense que M. Paul Biya devrait prendre ses responsabilités en tant que chef d'État et dire que le Cameroun a une solution, parce que c'est ce courage qui vous manque.
Et c'est comme ça que vous gouvernez ce pays depuis. Ils ne sont jamais courageux. C'est-à-dire que les initiatives locales, on s'en fout, on s'en moque, on ne les soutient pas, parce qu'il faut faire plaisir aux colons. Nous sommes en train de vivre un néocolonialisme sanitaire. Et curieusement, on a des gens qui soutiennent ça. La thérapie de Monseigneur Cléda, si elle est vulgarisée, et nous souhaitons vivement que le chef de l'État lui-même, comme l'a soutenu le camarade du MRC, que le chef de l'État lui-même se prononce et qu'il demande que cette thérapie soit vulgarisée. Et qu'on donne à Monseigneur Cléda les moyens qu'il faut pour multiplier ce remède qu'on le retrouve partout au Cameroun. Et gratuitement, puisque Monseigneur Cléda a dit qu'il ne vend pas. En homme de Dieu. Il a dit, je ne vends pas. Mais nous préférons acheter ce que l'OMS nous impose d'acheter et rejeter ce que le Camerounais est en train de fabriquer, qui est en train de faire ses preuves. Parce qu'on a, on connaît, on a le résultat de la thérapie de Monseigneur Cléda qui fait ses preuves. Voilà une autre insuffisance des mesures gouvernementales. Ne pas prendre en considération les médicaments qui ont fait leurs preuves au Cameroun et qui ne demandent qu'à être vulgarisés pour sauvegarder la santé du maximum de Camerounais. Comment est-ce que vous voulez qu'on nous prenne au sérieux quand nous-mêmes nous ne voulons pas nous prendre au sérieux? Ça ne marche pas. Après vous, Maître Sapi, Maître Georges Teghem, pourquoi le gouvernement manque tant de courage pour intégrer ces protocoles thérapeutiques issus de la pharmacopée traditionnelle dans le processus de prise en charge des cas de Covid-19? On a vu l'exemple venant de Madagascar qui a défendu le Covid organique. Ici, l'opposition souhaite que le chef de l'État prenne ses responsabilités, puisque vous en parliez tout à l'heure de responsabilité sur la question de la santé des Camerounais. Je vais déjà observer à votre consultant que le gouvernement porte sa responsabilité. Le gouvernement est complètement responsable de la santé des Camerounais. C'est simplement que dans la communication gouvernementale ou alors dans l'esprit du gouvernement, il faut associer les Camerounais aux mesures qui sont prises. Et je voudrais également indiquer à mon confrère, ou alors s'agissant du Covid organique de Monseigneur Samuel Cléda, que moi je ne sais pas, peut-être que nous écoutons des discours, mais on ne suit pas la même chose. Le 19 mai, le président de la République, la voix la plus autorisée, a dit qu'il encourageait les initiatives locales. Moi, je ne sais pas ce que vous voulez qu'il dise de plus. Et après ce discours, Monseigneur Cléda a été reçu à la primature. C'est-à-dire que le Premier ministre, chef du gouvernement, l'a reçu. Vous ne connaissez pas la teneur des entretiens. Vous ne savez pas ce que ces autorités se sont dites. Le directeur de la pharmacie, le docteur Vandi, s'est personnellement rendu ici, à Douala, où il s'est entretenu avec Monseigneur Samuel Cléda. Et lorsque la voix la plus autorisée, lorsque le Premier ministre chef du gouvernement, lorsque le ministre de la Santé, lorsque le directeur de la pharmacie et de la pharmacopée se rend chez Monseigneur Cléda, vous venez toujours faire passer un message La ici suite de ça, c'est quoi? qui ne correspond pas Mais la à suite ce de que ça, nous c'est vivons quoi? sur le terrain. On vit quoi sur le terrain? Si vous, Ils sont allés sans être convaincus, cher confrère, alors que ça soigne. cher confrère, Oui, je que suis c'est- très gêné d'être interrompu par un confrère, surtout que nous connaissons les règles. Je vous en prie. Non, c'est pour Maître dire Georges que Teghem. vous pouvez bien dire que le Premier ministre, on l'a reçu, tel l'a reçu, tel. Monseigneur Cléda a lui-même révélé à la presse ce qu'ils se sont dit avec le Premier ministre. Et il a regretté que depuis que le Premier ministre l'a reçu, depuis que le ministre de la Santé l'a reçu, il n'y a plus rien. Bien avant, c'est clair. Il attend. Et Maître puis il faut Georges une Teghem. action de masse. On Maître n'avait Georges pas demandé à Teghem, pourquoi Monseigneur il n'y a Cléda plus- de s'engager dans la santé publique des Camerounais comme s'il était devenu le ministre de la Santé. Tout à fait. Alors, Maître Georges Teghem, qu'est-ce qui se passe concrètement? Il y n'y a a, pas de suite. il y a des réunions qui se sont tenues entre les responsables du ministère de la Santé publique et Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala. Il a été reçu, certes, par le Premier ministre, et ensuite... Quand vous me dites ensuite, si aujourd'hui, il y a certaines personnes qui utilisent le protocole de M. Samuel Cléda, c'est que le gouvernement tolère. Et c'est sa façon de participer. C'est sa façon de participer. Et je vous dis, en matière politique, en matière de communication politique, lorsque la voix la plus autorisée s'exprime, ça veut dire que l'État s'est exprimé, le gouvernement a pris position. Et je voudrais faire observer à M. Bignam, parce qu'il m'a même pratiquement traité de menteur.
Mais bon, Je vous en prie, restons sur la crise sanitaire. Non, Maître non. Georges Tegem. Je suis dessus, je suis Restons dessus. Il y a une question importante. Les différentes initiatives privées attendent des subventions pour pouvoir multiplier à grande échelle les produits qui ont été mis en place pour que le plus grand nombre de Camerounais puissent avoir accès à ces produits. C'est là le nœud du problème concrètement. Qu'est-ce qui est fait à ce niveau? D'abord, je l'ai dit en commençant, la loi de finances a été votée avant le Covid. Il faut savoir que, en ce qui concerne les décaissements de l'argent de l'État, il y a des principes qui sont connus et du domaine de la loi. Le domaine de la loi. Donc le Covid est arrivé, la loi de finances a été votée. Maintenant, il y a eu une discussion à l'Assemblée nationale sur une loi de finances rectificative. Moi, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris connaissance du texte pour vous dire ce qui a été fait sur le plan concret en matière de subventions accordées. Ce que je sais par contre au Cameroun, c'est qu'au Cameroun, il y a une subvention à l'investissement. Au Cameroun, il y a une subvention à la consommation. Subvention à l'investissement, lorsque l'État accorde des facilités fiscales à certaines personnes, lorsque l'État accorde des facilités douanières à certaines personnes pour renforcer l'attractivité de notre pays, c'est ça la subvention à l'investissement, c'est ça la subvention à la consommation, à travers la subvention des prix du carburant à la station, à travers la subvention des prix de certains médicaments, notamment pour les malades, les insuffisants rénaux. Donc tout ça est prévu par la loi de finances avant. Le Covid-19 a surpris le monde entier. Les lois de finances étaient votées. Maintenant, il faut prendre des mesures. Je suis d'accord avec vous. Le président a décaissé de l'argent pour ça. Je suis d'accord avec vous. Sans attendre la loi des finances. Chers confrères. Le président a décaissé de l'argent. Je vous en prie, Maître Tapi. Maître Georges Tegem a la parole. Le président de la République a lancé un programme spécial d'aide humanitaire. Le président de la République a lancé un programme spécial. Ça veut dire que, encore une fois, il y a la volonté politique en demandant aux Camerounais de participer. C'est-à-dire que dans la démarche de Monsieur le Président de la République, il y a une volonté renouvelée d'associer les Camerounais aux initiatives qui sont prises. Parce que les mesures gouvernementales, tant que les Camerounais n'accompagnent pas, ne servent strictement à rien. Un pays, c'est un ensemble, si vous voulez, c'est un concert où tout le monde est associé, où tout le monde doit se sentir concerné. Le Cameroun est le nôtre et il nous appartient, nous qui avons reçu de ce pays ce qu'il nous a donné. Nous nous exprimons ici, nous avons fait l'école ici. Et si nous le faisons, c'est parce que l'État a travaillé pour cela et notre devoir républicain, c'est de restituer à l'État ce que l'État nous a donné. Je voudrais finir parce que, monsieur Noufélé, je ne vais pas laisser ce que monsieur Bignam a dit. Il a parlé, il a même évoqué son père et tout ça. Dans une république, quelqu'un vient parler de son père, la république a des règles. C'est normal, mon père fait partie de cette république. Monsieur, la république a des règles. C'est mon père qui m'a donné la vie. Monsieur Bignam, je vous ai pas interrompu. Je vous en prie, messieurs. Voilà. Je ne vous ai pas interrompu, monsieur Bignam. Monsieur Bignam, en république, il y a des règles. La république, c'est le parlement. La république, c'est le président de la république. La république, c'est les institutions. Je voudrais vous faire observer, monsieur Bignam. Vous n'avez pas de la justice. Et je suis un acteur de la justice. Vous avez touché au cœur et moi, je suis concerné. Vous avez dit que la justice n'est pas indépendante. Monsieur Bignam, la justice est rendue au nom du peuple camerounais. C'est la constitution de la République. La justice rendue au nom du peuple camerounais doit être rendue par les représentants du peuple camerounais. Monsieur Bignam, la réussite du concours de l'ENAM ne confère aucune légitimité. Je le dis à haute et intelligible voix. Lorsque vous avez travaillé à l'école, vous avez réussi le concours de l'ENAM, c'est un mérite. La République vous forme pour juger les Camerounais. Maintenant, ceux qui ont reçu la légitimité pour représenter les Camerounais, c'est 1, le président de la République élu du suffrage universel. 2, les députés. Voilà les personnes qui ont le droit de siéger au Conseil supérieur de la magistrature en tant que représentant des Camerounais. Le président de la République nomme. Qui ne se tient pas depuis 3 ans. Excusez-moi, je vous en prie, messieurs, s'il vous plaît. Je vous en prie. C'est un sujet très important. Maître Tegem et Pierre-Emmanuel, vous vous êtes exprimés. Messieurs, Maître Tegem et Pierre-Emmanuel, vous êtes exprimés sur la question de dictature et la question de gouvernance. Vos avis ont été bien entendus. J'aimerais qu'on puisse avancer dans l'émission pour vous inviter à vous exprimer sur un sujet qui préoccupe également les Camerounais, celui relatif à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Pierre-Emmanuel, il y a eu un tweet, il y a près de 48 heures, du professeur Maurice Kamto, président du MRC, qui estime qu'il faut une action internationale
Elle est urgente, dit-il, pour mettre un terme à la tragédie et l'inhumanité en cours dans les régions anglophones. Et dans son tweet, il s'interroge sur le rôle que devrait jouer la France au Conseil de sécurité des Nations Unies afin de mettre un terme à cette tragédie. Qu'est-ce qui explique une telle position du président du MRC sur la question relative à la situation sécuritaire et sociopolitique dans les régions anglophones? Le message du président élu, son Excellence le professeur Maurice Kamto, est tout simplement ancré dans la réalité d'aujourd'hui que nous vivons dans le Nozo. 9 mois après le grand dialogue national, qui était d'ailleurs un monologue, un dialogue national, on constate que les crépitements d'armes continuent à sévir dans les zones, dans la zone du Nozo. On constate que les enlèvements se multiplient, les assassinats, même des élus, comme le maire de Manfé, des tragédies comme celle de Ngarbou continuent à se vivre dans ces zones-là. Donc l'escalade de la violence a atteint son degré ultime. Alors au vu de tout cela, on constate que le grand dialogue national a connu un échec cuisant. Pire encore, ajoutez à cela le manque de prospective de la part du gouvernement, qui, à travers la commission de Tasson, estime qu'on doit lancer la reconstruction jusqu'à commencer à voter des budgets. Vraiment, à ce niveau, on constate que le régime du président Paul Biya a perdu la main sur ce conflit. Un conflit qui a déjà provoqué plus de 700 000 déplacés. Nous avons nos compatriotes qui sont au Nigeria. Dans nos quartiers au quotidien, tous les immeubles qui n'étaient pas encore occupés sont remplis de nos frères. Ils viennent, ils prennent un appartement d'une chambre, un studio, et ils sont là 15, 20, 25 personnes. Beaucoup ne vont pas à l'école, tu ne sais pas s'ils sont étudiants, ils n'ont pas d'emploi et tout, ils se débrouillent. Ce sont leurs frères de la diaspora qui essayent de payer le loyer, de les envoyer quelque chose. Cette situation ne peut pas perdurer de cette façon-là. Ce sont nos frères, ce sont nos compatriotes qui souffrent. Le professeur Maurice Kamto, à travers son discours du 19, son discours à la nation du 19 mai dernier, pour la fête de l'unité nationale, a évoqué une solution de dialogue plus inclusive à travers la création d'un comité de haut niveau, qui est un comité politique qui devait siéger avec on appelle ça le comité des sages de l'Union africaine. Et ce comité devait être présidé par un président africain en exercice ou un ancien président africain, avec l'expertise du gouvernement camerounais et des leaders politiques, pour chercher des solutions. Et après ce haut comité politique, on devait avoir un sous-comité qui devait être un organe technique en charge de la mise en place des projets de textes de loi qui devaient viser à la modification de la Constitution et donc du code électoral du Cameroun. Ce n'est que de cette façon-là qu'on peut résoudre la crise anglophone. Le Cameroun a perdu la main, l'État du Cameroun a perdu la main. Ce n'est plus un leurre aujourd'hui. Il y a des indiscrétions qui parlent de plus de 10 000 morts. Et vous voulez que nous restions là, nous, les hommes politiques, et sans rien faire? Il faut escalader. On a essayé la médiation avec le grand dialogue national, ça a été un échec. Justement, ça a été un échec cuisant. Après ce constat que vous venez de faire, Edmond Kamgia, la crise anglophone qui continue d'alimenter les débats au Cameroun, que faut-il faire? Il y a le professeur Maurice Kamto qui estime qu'une action internationale est urgente et il s'interroge sur le rôle de la France, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, considéré comme une puissance très influente auprès du gouvernement camerounais. Comment analysez-vous cette sortie qui intervient quelques jours après que la commission Tasson ait séjourné à Bamenda afin d'expliquer son plan présidentiel pour la reconstruction des régions anglophones? D'abord, il faut faire observer, avec la visite du ministre Tasson,
sur le terrain avec son plan de reconstruction, que cela vient à un très mauvais moment, parce qu'on ne peut pas parler de reconstruction dans une zone en guerre. Il faut d'abord obtenir un cessez-le-feu avant de commencer à penser à la reconstruction. Ça, c'est la première observation qu'il faut faire. La deuxième chose, c'est que j'observe que dans la sortie de Maurice Kamto, pour la première fois, parce que je ne l'ai pas souvent entendu citer de manière précise un membre du Conseil de sécurité, là, il a cité la France pour son implication dans les questions de paix et de sécurité au Cameroun, notamment en ce qui concerne la crise anglophone. Et je pense que quand il le fait ainsi, il le dit ouvertement, c'est probablement parce qu'il a de très bonnes informations sur le niveau d'implication de la France pour la résolution possible de la crise anglophone. Maintenant, cela nous rappelle l'entretien qu'avait eu l'activiste Calibro avec le président français Emmanuel Macron lors du salon d'agriculture, lorsqu'il Calibro l'interpellait pour lui dire qu'il y a génocide au Cameroun, on tue les gens et tout et tout. Je me rappelle la réponse d'Emmanuel Macron. Il disait « je sais, je sais, je sais ». Et c'était une affirmation à tous les coups. Tout à fait. Génocide, je sais. Meurtre, je sais. Assassinat, je sais. Et il terminait son propos en promettant à cet activiste et à tous ceux qui étaient là pour écouter, je vais maintenir la pression, je vais accentuer la pression pour que le chef de l'État camerounais puisse trouver les meilleures solutions à la situation. Je rappelle cela pour dire que ce n'est pas fortuit que la France soit interpellée et indexée. Parce que la France est l'un des 5 membres du Conseil de sécurité. Mais la France n'est pas le seul membre du Conseil de sécurité qui soit capable d'infléchir le Cameroun dans sa position pour faire sortir, n'est-ce pas, le nord-ouest et le sud-ouest de cette situation d'enlisement. Il y a également les autres pays. Il y a les États-Unis, il y a le Royaume-Uni, il y a également la Chine et la Russie. Mais c'est vrai que de manière directe, c'est la France qui est très présente. Mais je pense que c'est une pression supplémentaire qui est adressée à la France, en plus de ce que l'on a vu il y a quelques jours à Paris. Des activistes encore ont réagi, ont agi pour montrer à Emmanuel Macron qu'il y a des choses qui se passent au Cameroun qui sont inadmissibles et qu'il est important de résoudre et la situation politique et la situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je pense en définitive que plus que jamais, le Conseil de sécurité des Nations Unies est interpellé sur la situation qui s'enlise et qui fait plusieurs milliers de morts dans le nord-ouest et le sud-ouest. Parce que beaucoup de recommandations ont été faites, aussi bien par les ONG locales que par les ONG internationales. Beaucoup de recommandations ont été faites, même par les institutions spécialisées de l'ONU. Je pense notamment à Michel Bachelet, qui était venu au Cameroun, qui avait discuté avec le chef de l'État ainsi qu'avec les autres leaders politiques. Il y a eu un défilé diplomatique important il y a un an de cela, mais on n'a pas le sentiment que les choses évoluent. Et la seule façon de faire évoluer la situation aujourd'hui, c'est que le Conseil de sécurité de l'ONU prenne toutes ses responsabilités. Alors après vous, Edmond Kamgamed, Lavandé Tsapi, faut-il en arriver à imposer ce cessez-le-feu sur le théâtre de la crise anglophone? Il y a des acteurs politiques qui appellent à ce que la France s'implique au Conseil de sécurité des Nations Unies sur la question Cameroun. Et en réaction, au sein du RDPC, le professeur Jacques Famdongo estime qu'il y a plutôt une évolution positive sur le plan sécuritaire, social et économique sous le leadership du chef de l'État, Paul Biya, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Comment vous réagissez face à cette actualité? Oui, je pense que le province Cabo. Que sont devenues les autres juridictions? Les autres juridictions ont été incendiées. Les tribunaux, les prisons, les domiciles des magistrats, etc. Et c'est très insécurisant pour un magistrat de s'hasarder dans ces zones-là. Il risque d'être kidnappé et même d'être tué. C'est la situation actuelle. Circuler hors de Bamenda est toujours aussi dangereux qu'il a été en 2018-2017. Si vous remontez dans le sud-ouest, en dehors du département de Fako, où il y a un relatif calme,
Vous ne pouvez pas partir de Buea à Kumba en sécurité. Ce n'est pas possible. C'est compliqué. En plus, sortir de Kumba pour Manfé, c'est autre chose encore. Et vous avez évoqué Donc, le cas de Mbandam qui n'a pas pu se rendre à Batibo. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'est parce que la situation sécuritaire sur le terrain ne le permet pas. Et vous avez constaté que avant Maître Mbandam, nous avons perdu l'honorable Banazem, qui était le président du groupe parlementaire du SDF à l'Assemblée nationale à Yaoundé en 2019. Quand Frundi a forcé pour aller l'enterrer à Kumbo, Frundi a été kidnappé sur le trajet. Il n'a été libéré qu'une semaine après. Donc, vous comprenez donc que la situation sécuritaire n'est pas celle que le gouvernement est en train d'exposer. Et je pense que je dois accuser l'Organisation des Nations Unies dans cette affaire. L'Organisation des Nations Unies, à mon sens, est à l'origine même de cette crise. Parce que quand la France donne l'indépendance au Cameroun, le 1er janvier 1960, au Cameroun oriental, pourquoi la Grande-Bretagne ne donne pas le même jour l'indépendance au Cameroun occidental? Voilà où on a commencé à tromper les anglophones. L'ONU a organisé un référendum le 11 février 1961. On n'avait pas organisé un référendum au Cameroun francophone. Pourquoi on l'a organisé au Cameroun anglophone? Et Ahidjo prend la relève. En 1961, on dit qu'il y a fédéralisme, qu'on supprime illégalement en 1972. Mais les anglophones sont partis de frustration en frustration, de frustration en frustration. Ce qui a explosé en 2016. Aujourd'hui, là, lorsqu'il y a deux parties en conflit, il faut forcément une personne neutre pour les mettre ensemble et pour régler le problème. Mais le gouvernement répond qu'on ne saurait mettre sur un pied d'égalité le gouvernement camerounais et l'armée camerounaise qui défendent l'intégrité du territoire et des groupes armés qui veulent la séparation du Cameroun, le sécessionnisme. Oui, nous comprenons bien cela. Mais le gouvernement camerounais qui a choisi la solution militaire comprend aujourd'hui que la solution militaire est un échec dans le Nozo. Parce que l'armée camerounaise n'a pas réussi à ramener la paix dans ces deux régions. Au jour d'aujourd'hui, nous avons encore les réfugiés au Nigeria. Nous avons les déplacés internes que le gouvernement continue de nourrir avec l'aide humanitaire. Ça veut dire qu'on a échoué à ramener militairement, à ramener la paix dans ces régions. Ça veut dire que les gens que vous prenez comme terroristes, des gens qu'on ne peut pas asseoir sur la même table, c'est des interlocuteurs aujourd'hui qui s'imposent. Et je crois que quand on a... Si j'ai un litige avec mon frère du MRC, si on ne s'entend pas, mon confrère le sait, on va devant un juge. Le juge n'a pas de problème entre nous deux. Le juge, c'est une personne neutre. Il est chargé de nous mettre d'accord. Si nous ne nous entendons pas, le juge prend une solution. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que nous prenions la pleine mesure des choses. Le gouvernement a organisé le grand dialogue national. Ça aussi, c'était un simulacre de dialogue. Parce qu'il n'y avait pas de dialogue en fait. Puisque dans ça, on vous dit que on va octroyer un statut spécial au nord-ouest et au sud-ouest. On n'avait pas besoin d'un dialogue pour ça, parce que c'était inscrit dans la Constitution. Le dialogue a seulement rappelé que voilà ce qui est écrit dans la Constitution. On a dit, bon, oui, le grand dialogue national a pris une résolution. Le RDPC tient ça aujourd'hui comme un trophée de guerre pour dire qu'on a octroyé le statut spécial au nord-ouest et au sud-ouest. Mais qu'est-ce qu'on a mis dans ce statut spécial? Voici 8 mois que le dialogue national s'est tenu. Pourquoi on ne dit rien? Le statut spécial a consisté en quoi? Paul Tasson s'en va pour reconstruire quoi? Alors qu'on dit qu'on va donner une autonomie à ces gens, on prend encore quelqu'un du pouvoir central pour dire qu'on vient vous imposer des constructions. J'ai dit que c'est de la cacophonie. Et je dis que l'ONU, qui était au début, doit être à la fin. Parce qu'il vous souvient que la Commission des droits de l'homme de l'ONU a plusieurs rapports sur les atrocités dans le nord-ouest et le sud-ouest. Des atrocités qui viennent des deux camps
Ouais. Nous sommes vraiment clairs là-dessus. Ces atrocités viennent des deux camps, à la fois des séparatistes et de l'armée gouvernementale. La Commission des droits de l'homme de l'ONU a fait un premier rapport au secrétaire général de l'ONU. Quand le secrétaire général de l'ONU voulait saisir le Conseil de sécurité pour qu'on examine le cas Cameroun, la France a fait pression pour refuser cela. Et le Conseil de sécurité ne s'est pas réuni parce que la France a fait bloc pour dire non. Donc, la France aujourd'hui a les moyens de faire pression sur le gouvernement à travers l'Organisation des Nations Unies pour que, enfin, le dialogue s'ouvre. Il n'y a aucune honte entre nous, Camerounais, à s'asseoir pour dire que la crise qui est née là, nous allons organiser ça. Et le SDF a d'ailleurs proposé qu'au-delà de cette réconciliation, qu'on institue une commission vérité-réconciliation dans le sud-ouest et le nord-ouest, où des gens pouvaient venir, avouer leurs crimes, demander pardon. Cela s'est fait ailleurs avec succès. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas au Cameroun? Justement, pour le cas du Cameroun, Maître Georges Teghem, durant des échanges avec l'ambassadeur de France au Cameroun, il a insisté sur le fait qu'il faut des négociations entre les deux parties en conflit pour parvenir à un cessez-le-feu sur le théâtre de la crise anglophone. Merci. Le gouvernement est-il fermé à cette option? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas encore été explorée, une telle option, pour mettre fin à ces 3 ans et demi de guerre? Merci, monsieur Noufélé, mais permettez-moi, vous m'avez interrompu tout à l'heure, alors que j'étais dans une démonstration, je tiens à aller jusqu'au bout. Je disais tantôt que la justice est une institution qui agit au nom du peuple camerounais. Les membres du Conseil d'administration sont désignés par le Parlement, représentant du peuple, par le président de la République, représentant du peuple. Et 3, parce qu'il faut associer les magistrats quand même, il y a des représentants de la Cour suprême. Donc, au Cameroun, la justice, il y a un savant dosage, une recherche d'un équilibre institutionnel entre les différents acteurs qui représentent les Camerounais. Parce que ce serait très dangereux, voyez-vous, M. Bignam, qu'on confie la justice à une corporation parce que la corporation n'est pas légitime. Cette précision étant faite, je vais revenir sur la crise anglophone. J'ai le cœur meurtri quand je parle de cette crise, mais je dis nous sommes Camerounais. Le Cameroun a sa crise anglophone. La France a sa Corse. L'Espagne a son problème basque. Le Sénégal a sa Kamazama. Chaque pays a ses problèmes. Et lorsqu'un pays a ses problèmes, il appartient aux citoyens de ce pays. J'en appelle encore à la responsabilité de chacun d'entre nous. Monsieur Noufélé, vous travaillez, ça se voit. Vous êtes jeune, les cheveux blanchissent, c'est parce que vous produisez. Votre travail aussi consiste à régler cette crise à travers le discours que vous tenez au quotidien vis-à-vis des destinataires du message que vous transmettez. Et qui, notre télévision, fait un travail remarquable. Mais je vous dis, monsieur Noufélé, et j'insiste dessus, je suis très embêté parce que mon confrère a pris un exemple tout à l'heure. Cher confrère, notre confrère Kemende a interrogé un ministre il y a quelques jours à l'Assemblée nationale. Il est sénateur de la République, et vous le savez. Il a posé 2 problèmes au ministre. L'insécurité au tribunal de Bamenda, c'était le premier problème qu'il avait posé. Et le deuxième problème qu'il avait posé, c'était la corruption des juges au niveau du tribunal de Bamenda. C'est un représentant de la zone. Voilà les 2 problèmes qu'il a posés. Il n'a pas posé ce que vous posez. Et vous n'êtes pas représentant, il est l'élu de la nation. Mais s'il faut être Monsieur, laissez-moi finir, je ne vous ai pas interrompu. Pourquoi vous êtes... Et s'il faut être forcément représentant? Pourquoi Maître Chapi, Maître Georges Teghem à la parole. Vous avez le bouton encore. Maître Georges Teghem, Non, je ne comprends pas. je vous en prie. Excusez-moi, Vous avez l'art de déplacer les débats. Pas de Vous avez l'art de déplacer les débats. Excusez-moi, grand frère. Maître Georges Parlez Teghem. du tribunal de Bamenda, je vous ai dit qu'il fonctionne. Si Grand maintenant, frère. à l'intérieur de ce fonctionnement, il y a des problèmes. Oui. Ce n'est pas la sécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je vous en Grand prie, frère. Maître Chapi. Je Maître sais Georges pas. Teghem à la parole. Permettez qu'il puisse aller Pourquoi jusqu'au quand bout. j'ai la parole, Qu'on vous me puisse laissez pas? comprendre Oui. ce qu'il veut dire. Cher confrère, vous avez dit qu'il y a 2 tribunaux Maître qui Georges fonctionnent. Teghem, vous avez la parole et restons courtois et polis les uns Merci. envers les autres. Merci. Vous avez la parole maintenant. Merci. Allez jusqu'au bout, je vous en prie. Cher confrère, vous avez cité les tribunaux, vous n'avez pas cité celui de Cambé. Ça marche parfaitement à Cambé. Oui, Bamenda est Kambé. Je vous en prie, je vous en prie. Bamenda Monsieur. est Kambé. Je vous en prie, Maître Chapi, respectez qu'il puisse aller jusqu'au bout. Allez-y, Maître Georges Teghem. Cher confrère, la République que vous voyez, c'est notre République.
comme la France règle son problème corse, nous devons régler ce problème anglophone entre nous. J'ai entendu tout à l'heure votre consultant. C'est son droit, mais j'ai été un peu déçu. Il a parlé de Maurice Kamto, agrégé de droit public et sciences politiques. Et il le met à côté de Calibro. J'ai trouvé ça suffisamment grave. Mais, quelque part, j'ai pensé qu'il n'a pas totalement tort. Je vais vous dire pourquoi. Les actes entre le gouvernement de la République et l'ONU, les actes entre le gouvernement de la République et la France, c'est connu depuis 1875. C'est le professeur Kamto le professe dans les universités. On ne les questionne pas. Je parle sous le contrôle de celui qui est à ma gauche, c'est-à-dire le consultant. Et je parle sous le contrôle de mon confrère. Il comprend ce que je veux dire. 1875, c'est Prince Napoléon. C'est-à-dire acte de gouvernement. On ne les questionne pas. Teghem ne le dit pas. Teghem l'a appris à l'école. Et quand on m'a enseigné, c'est pour que je transmette. Quand vous venez sur un plateau si sérieux, à 1 heure de grande écoute, et vous évoquez le cas de Calibro, monsieur le consultant, j'en appelle à votre responsabilité encore une fois. Je vais vous dire pourquoi j'en appelle à votre responsabilité. Lorsque le président Macron a été élu président de la République française, le président du Conseil constitutionnel, au moment de son installation, lui dit: Monsieur le Président, pour être un élu de son pays, il faut être un élu de son pays, il faut d'abord être un homme de son temps. Homme de votre temps, assurément vous l'êtes. Monsieur le Président, vous devez défendre la France. Défendre la France des métropoles. Défendre la France des Outre-mer. Défendre le rang de la France dans le monde. Lorsque Calibri vient le voir, et il répond, vous savez ce qu'il fait? Il défend le rang de la France dans le monde. Ce que ça doit nous inspirer, nous Camerounais, c'est comment faire pour que le rang du Cameroun soit défendu. Est-ce que les dirigeants camerounais, est-ce que les dirigeants camerounais sont de leur temps? Est-ce qu'ils mesurent les problèmes actuels des Camerounais? Vous avez pris un exemple. Laissez-moi aller au bout. Constitutionnel français. Est-ce que les dirigeants camerounais aujourd'hui sont de leur temps et mesurent les problèmes que rencontrent les Camerounais aujourd'hui? Laissez-moi aller au bout. Allez-y. Je dois aller au bout. Vous dites justement, est-ce que les dirigeants camerounais sont de leur temps et mesurent? Le président Paul Biya, c'est un monsieur qui communique. Mais il a une communication très diplomatique et très politique. Je vous dis pourquoi. Lorsque le président Macron répond à Calibro, lorsqu'il lui répond, écoutez bien l'entretien. Je suis un peu embêté parce que en tant que responsable ou alors dirigeant ou alors membre communicant du parti au pouvoir, il y a une certaine réserve que je dois observer. Mais pour la transmission des messages, il y a des choses que je dois peut-être faire observer. Je dois vous indiquer que lorsque le président Macron le dit, il dit qu'il a instruit de libérer quelqu'un. Moi, quand j'écoute, moi je dis, qu'est-ce que le président avait intérêt à aller faire à Lyon? Et je dis, il allait à Lyon pour 3 choses. Il allait à Lyon pour qu'on continue à traiter les malades du sida à 5 000 francs. Il allait à Lyon pour qu'on continue à traiter au Cameroun le paludisme à un certain coût. Il allait à Lyon parce qu'il fallait qu'on continue à traiter les malades de la tuberculose à 6 000 francs. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, quel est l'intérêt du Cameroun? Quel est l'intérêt des Camerounais? Il a dit, il faut que j'aille à Lyon pour qu'on continue à soigner ces gens, ça c'est mon temps. Et à Lyon, curieusement, il y a des Camerounais qui ont trouvé le moyen même de l'attaquer. Mais il n'est pas resté dessus, il a dit, qu'est-ce que je fais pour mon pays? Qu'est-ce qui serait bien pour servir mon pays? Ça, on appelle ça le service de la République. Ça, c'est un combattant de la République. Et ce sont des messages qu'il transmet. Je vais vous dire, pour finir, il y a un gouverneur qui a été ici à Douala qu'on appelait Koungou Ferdinand. Lisez le livre de l'ancien directeur général de la SCDP, qui sera installé demain. Il dit... Avant que vous ne terminiez, s'il vous plaît, je voudrais savoir, vous voulez dire que les prix des soins des maladies au Cameroun sont fixés par le président français? Que Macron est allé pour fixer qu'on soigne les malades au Cameroun à 5 000 et à 6 000. Donc c'est en France
qu'on fixe On décide ce qu'on doit les- appliquer les- au les Cameroun. soins, voilà, au Excusez-moi, Les je vous soins de la réponds. tuberculose. Je vous réponds. C'était à une Voilà, conférence voilà. internationale sur la tuberculose. Oui, je crois que sur c'est le ce que vous sida. avez dit. C'était dans une conférence internationale. Revenons Attention. sur le sujet, Et messieurs. puis, je vais finir. Je vais Revenons savoir oui, le Maître Georges fixé Tegem, en revenons France. sur le sujet. Le prix de la tuberculose. Je vous est en prie, fixé en Maître France. Capi. Revenons sur le sujet, Maître Tegem. Bon, Quel est maintenant, le lien c'est ce qu'il faut avec retenir, la effectivement. fin de la guerre dans les régions du Nord-Ouest, Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Sud-Ouest? C'est ce que j'étais en train d'évoluer vers là. J'ai commencé par parler des messages et j'étais en train d'arriver sur la solution Paul Tasson. Lorsque, chers confrères, ou alors on parle du grand dialogue national, moi je suis toujours très content d'en entendre parler. Mais le Cameroun ne se limite pas à une réunion qui s'est tenue à Yaoundé. Le dialogue au Cameroun est un construit permanent. Le dialogue au Cameroun nous interpelle. Ce que nous faisons là, vous croyez que c'est quoi? C'est du dialogue. Puisque vous donnez votre avis, je donne le mien. C'est un échange. Et ceux qui nous écoutent, qui ont en charge la gestion de la cité, ils s'en inspirent souvent. C'est cela le dialogue. Et M. Paul Tasson, qu'est-ce qu'il fait? M. Tasson est nommé par le président de la République. Il dit, moi j'ai un devoir, c'est de régler une crise. Et on me demande de reconstruire. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je commence par la sensibilisation. La sensibilisation, c'est quoi? C'est le dialogue. Il se rend sur place. Il cause avec les intervenants. Il est là-bas depuis une semaine. Quand il est là-bas, il n'y va pas pour en promenade. Lorsqu'il cause avec les acteurs sur le terrain, c'est une communication. C'est ce qu'on appelle le dialogue. Lorsque le président de la République met en place le CNDDR, c'est un outil de dialogue pour demander à ceux qui veulent déposer les armes que voilà un organe que j'ai mis en place. Lorsque le président de la République met en place la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme, c'est une façon de dire qu'il faut promouvoir le bilinguisme tel que c'est défini par la Constitution. Lorsque le président de la République fait venir ici, monsieur le secrétaire général de l'ONU, et à sa sortie d'un entretien au palais de l'unité, il déclare il faudrait que les Camerounais continuent à travailler pour que le pays soit uni. Ça veut dire que l'ONU prend position pour l'unité de notre pays. Mais l'ONU nous dit que c'est nous qui devons régler nos problèmes. Lorsque le président de la République fait venir ici, le secrétaire général du Commonwealth, c'est l'accompagnement qui sollicite. J'ai déjà évoqué les mesures internes qui ont été prises et je parle de l'accompagnement international. Lorsqu'il fait venir au Cameroun le secrétaire général de la francophonie, c'est l'accompagnement. Le consultant l'a dit tout à l'heure, il a fait venir au haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. C'est l'accompagnement. Donc, pour vous, il y a l'accompagnement. D'accord, je c'est bien finis, compris. s'il vous Maître plaît. Georges Tegem, pour qu'on puisse évoluer, Pierre-Emmanuel Bignam. Alors, le gouvernement, pour le RDPC, il y a un dialogue qui est en cours, qui est permanent, et il y a un accompagnement de la part de la communauté internationale à travers ces différentes instances. Pour autant, est-ce que la situation s'est améliorée sur le terrain? On regarde l'accompagnement dont se vante le RDPC de bénéficier de la part de la communauté internationale. Je vais d'abord relever une insuffisance dans les propos de Maître Tegem, qui est d'ailleurs très brillant, que je respecte beaucoup. Lorsqu'il dit que M. Paul Tasson va dialoguer ou sensibiliser les populations, quand M. Paul Tasson, nous savons d'ailleurs qu'il a Bamenda San depuis tout ce temps-là, avec une poitrine bombée de gilets pare-balles. Lorsque M. Paul Tasson arrive ou arriverait dans une ville comme Batibo, qui est déserte, dont l'élu n'a pas pu être inhumé là-bas, une ville où tout le monde est parti au Nigeria et vers d'autres parties du Cameroun, va-t-il dialoguer avec les morts ou les vivants, puisqu'il n'y a plus personne là-bas? Quand il arrive dans les villes comme Ndou, où tout le monde a fui, il va dialoguer avec qui à Ndou pour la reconstruction des édifices qui ont été brûlés et tout ça? Il faut qu'il y ait des populations là, avant de sensibiliser et de voir comment lancer la reconstruction. Mais il dialogue avec qui? Il sensibilise qui? Donc il ne faut pas continuer à égarer les Camerounais sur la réalité. Le gouvernement du président Paul Biya est en total déphasage avec la réalité. Ou bien, il y a des gens dans ce gouvernement qui tirent des ficelles à continuer à mentir
sur le rapport du vécu réel et quotidien qui se vit au Nozo. Alors, comme pour dire que la situation actuelle, quand on regarde les résultats, on constate que ces résultats ne sont pas escomptés. Nous n'avons pas sur ce plateau, et nous ne pourrons jamais le dire, que le gouvernement ne ménage pas des efforts pour que la situation soit améliorée dans le Nozo. Moi, je vois le gouvernement s'activer. Mais le gouvernement s'active peut-être à compte courant et refuse d'écouter, comme d'habitude. On a vu une figure de style quand la pandémie commençait. Il y a un commandant de brigade dont je m'étais qui a brûlé un champ de d'Artémisia, un champ d'Artémisia, croyant que c'est un champ de chanvre indien. Ça, c'est l'image de la façon dont le gouvernement camerounais travaille. On lance la reconstruction dans des villes fantômes où il n'y a personne, croyant qu'on est en train de résoudre le problème. Or, ce n'est pas ça. Il faut bien définir le problème. Concernant le dialogue, parce que Maître a dit tout à l'heure que le dialogue se poursuit, même ce qu'on fait sur ce plateau, c'est le dialogue. Je ne dis pas non. Mais c'est un dialogue qui n'est pas officiel et qui n'est pas encadré. Il est un éminent juriste. Moi, je n'en suis pas un. Mais il sait qu'un dialogue est encadré, a des canons. A des canons, des règles. On a vu comment le professeur Kamto a mené le dialogue sur la résolution de la crise de Bakassi avec le Nigeria, sous la supervision des Nations Unies. Donc un dialogue est encadré, a un canon qu'il faut suivre. Celui du GDN a été un échec. 9 mois plus tard, parce qu'il faut qu'on comprenne que ce sont les vies de nos compatriotes qui sont en jeu. Cette zone est économiquement sinistrée. L'État ne peut plus collecter les taxes là-bas. Le frère du SIF vient de dire tout à l'heure que c'est une zone où même les magistrats ne se sentent plus en sécurité. Tous habitent Bamenda Centre, pour ne pas citer les uns et les autres qui sont à Yaoundé et à Douala. C'est très grave. Au fur et à mesure que le temps passe, c'est comme ça que la violence s'exacerbe et s'accentue. Des pertes de vies humaines. On ne peut plus continuer à regarder les choses sans rien faire. D'où l'urgence de trouver une médiation neutre, qu'elle soit internationale, qu'elle soit africaine, européenne ou n'importe laquelle, mais quel que soit le contenu qu'on pourra mettre, que cette médiation soit neutre. Je reviens pour dire que le gouvernement camerounais, effectivement, comme Maître disait, s'il avait la possibilité de résoudre ce conflit avec les armes, il l'aurait fait. Mais à ceci dit, on ne peut pas en même temps dire que le gouvernement doit, l'armée républicaine doit déposer les armes. Non. Les sécessionnistes doivent déposer les armes. À un moment donné. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, quand la pandémie venait de commencer à sévir dans le monde, a annoncé le cessez-le-feu dans tous les foyers de tension dans le monde entier. Ça n'excluait pas le Nozo. Le problème aujourd'hui qu'on observe au Cameroun, c'est qu'il y a une crise de légitimité. On est dans un contexte où le président de la République promet que la CAN va se jouer le jour dit, et puis le jour dit, la CAN ne se joue pas. Combien de fois le président Paul Biya a annoncé le cessez-le-feu, a même durci le temps, mais rien n'a changé. Justement. Au Lébialem, il y a toujours les affrontements. Alors, d'où il faut une autre voix aujourd'hui qui est plus prépondérante et plus puissante que celle du président Paul Biya pour ordonner ce cessez-le-feu. On s'achemine vers là et nous voulons que ça soit ainsi. Alors justement, Edmond Kamgia, comment parvenir à ce cessez-le-feu? Est-ce qu'il faut une médiation autre que celles qui ont déjà été annoncées jusqu'ici? Vous le savez, il y avait cette médiation suisse qui est très silencieuse ces derniers mois au Cameroun. On a vu également le pape qui s'est entretenu avec les autorités camerounaises sur les enjeux d'une négociation d'un cessez-le-feu. On a suivi également les Américains qui ont manifesté leur intérêt pour aller vers la fin des hostilités dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Qu'est-ce qu'il faut concrètement pour mettre un terme à cette guerre?
Ce qu'il faut, c'est forcément le dialogue à travers une médiation. Une médiation dont les membres sont acceptés par toutes les parties, c'est-à-dire acceptés par les forces gouvernementales et par les forces et groupes sécessionnistes. Parce que si toutes les parties ne sont pas d'accord sur les médiateurs, ça ne marchera pas. Tout à fait. Ça, c'est la base de la médiation. Maintenant, est-ce que cette médiation doit être nationale, africaine ou internationale? Pour l'instant, on a essayé avec une médiation internationale. Ça a fait long feu, ça n'a pas beaucoup bougé, la médiation suisse. Moi, je suis favorable pour une médiation africaine. Une médiation africaine gérée par soit par des anciens chefs d'État africains, des elders, ce qu'on appelle les elders, les anciens présidents africains qui se réunissent souvent. Ils peuvent nous aider dans ce sens, les anciens chefs d'État, ou alors des chefs d'État africains qui sont disponibles pour pouvoir nous accompagner dans la résolution de cette crise. Moi, je partage beaucoup l'idée d'une médiation africaine. Et pour cela, il faudrait nécessairement qu'il y ait d'abord un accord de cessez-le-feu. C'est-à-dire que sur le terrain, sur le champ de guerre, dans le nord-ouest comme dans le sud-ouest, que les armes se taisent de part et d'autre. Et il me semble, selon certains rapports de l'ONU, que certains groupes armés sécessionnistes étaient déjà favorables pour le cessez-le-feu. Parce que avec le Covid-19, le secrétaire général de l'ONU avait justement fait passer un message sur la nécessité d'un cessez-le-feu. Et certains groupes sécessionnistes étaient d'accord pour le cessez-le-feu, mais en face, ils s'inquiétaient de la forte militarisation dans la zone. Ils étaient inquiets pour leur propre sécurité. Et ils avaient besoin de gages de sécurité avant de déposer les armes. Donc il va falloir que ces médiateurs soient d'abord trouvés, africains soient d'abord trouvés, et ensuite que les deux parties puissent se retrouver. Et quand je parle des deux parties, c'est important de le noter. Il ne faut pas qu'on retourne dans les erreurs du grand dialogue national, où on a fait venir des vrais faux sécessionnistes, en laissant croire que c'était des acteurs qui étaient sur le terrain. Non. Il faudrait que ce soit véritablement des acteurs de terrain, soit des acteurs de la branche militaire, ou alors des acteurs de la branche politique. Et moi je suggère qu'on puisse même commencer ce travail de médiation avec des sécessionnistes proclamés qui sont à Yaoundé, en prison, Ayouk Sissoko Tabé et ses camarades. Qu'on commence par les mettre en résidence surveillée. On les sorte de la prison, ils sont en résidence surveillée, le gouvernement discute avec eux, comme ils ont les contacts de la plupart de leurs camarades qui sont en brousse et autres, ils voient dans quelle mesure ils peuvent aider à retrouver des partenaires sérieux parmi les groupes sécessionnistes pour pouvoir discuter avec eux. Mais pour rassurer ceux qui sont déjà sur le terrain de guerre, il faut faire sortir de prison Ayouk Tabé Sissoko, le mettre en résidence surveillée. Moi, je pense que ça fait partie des préconditions à un cessez-le-feu qui prélude de la médiation future. La communauté internationale également est préoccupée par les tensions nées de la dernière élection présidentielle. Maître Lavoisier de Sapi, il y a eu cette résolution du Parlement européen demandant au gouvernement camerounais de réformer son système électoral en intégrant les propositions de la classe politique, la société civile. L'ambassadeur de France également l'a fait savoir aux journalistes lors d'une récente discussion, échange qui s'est tenue à Douala. Il a estimé qu'à chaque étape du processus électoral, il faut un consensus autour des réformes afin d'avoir un système électoral qui produise des élections crédibles et transparentes. Que pensez-vous de cette position concernant le système électoral au Cameroun? Comment expliquer que 2 ans après ces multiples recommandations, rien n'a été fait jusqu'ici? Oui, permettez-moi, Cédric, de dire un mot de fin sur la crise anglophone avant de répondre à votre préoccupation. Je voudrais dire que le conflit dans la zone anglophone continue d'infliger des souffrances les plus inadmissibles aux populations. Et ayant fréquenté en zone anglophone, ayant fait mon cycle primaire, secondaire en zone anglophone, connaissant parfaitement l'homme anglophone, j'ai pu vous rassurer que l'homme anglophone n'est pas sécessionniste. Mais l'homme anglophone veut le fédéralisme, c'est le feu. Parce qu'à travers un embargo sur les armes,
des techniques qui ont fait leur preuve ailleurs international. Il faut donc imposer ambazoniens qui sont dans les pays étrangers qu'on connaît et qui soutiennent ce mouvement. On peut également imposer des sanctions contre eux. On peut même aller jusqu'à faire appel à la Cour pénale internationale. Parce que les crimes de droits de l'homme qui sont en train d'avoir lieu dans les zones du sud-ouest et du nord-ouest imposent que la Cour pénale internationale s'y penche. En Côte d'Ivoire, on a arrêté Babo et Blé Goudé parce qu'il y a eu 3000 morts. Ouais. Mais dans le Cameroun anglophone, il y a déjà plus de 3000 morts. La Cour pénale internationale ne s'y intéresse pas. Moi, je pense que même si le Cameroun n'est pas signataire de l'accord de Rome, ça n'empêche pas que la Cour pénale internationale s'y intéresse. Vous connaissez le mécanisme. La Commission nationale des droits de l'homme saisit le secrétaire général de l'ONU qui saisit le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité va saisir la Cour pénale internationale qui va enquêter et puis les gens seront traduits. Je pense qu'avec ces mécanismes-là, on peut imposer un cessez-le-feu. Et quand on impose un cessez-le-feu, le dialogue est plus facile à organiser. Maintenant, parlant des élections au Cameroun et de la réforme consensuelle du code électoral camerounais, de manière à ce que nous ayons des élections libres et transparentes, la balle n'est pas dans le camp de l'opposition camerounaise. L'opposition camerounaise a toujours demandé que cela soit fait. Ouais. Et jusqu'aujourd'hui, c'est la bataille numéro 1 de l'opposition camerounaise. Il vous souvient, je l'ai rappelé sur ce plateau à une autre édition, que en 1997, le RDPC organise un dialogue avec le SDC et nous demande d'entrer au gouvernement. Mais notre réponse était que nous voulons un code électoral consensuel qui puisse permettre l'organisation des élections libres, honnêtes et transparentes. Ouais. Depuis 1992, on n'a jamais, je dis jamais, organisé des élections libres, honnêtes et transparentes dans ce pays. Un représentant du RDPC, sur ce même plateau, a dit que quand nous organisons les élections, si on ne voit pas là où il y a l'opposition, on boue les urnes. Ouais, ouais. Il a dit à l'une de vos émissions. Tout à fait, donc nous comprenons que nous sommes dans un système où le code électoral camerounais a été élaboré de manière unilatérale par un parti politique. Les responsables des élections au Cameroun, désignés unilatéralement par un parti politique. Et je vais vous faire voir l'enveloppe. Lorsque ELECAM est créé, la loi dit que c'est une institution indépendante, dont les membres sont indépendants. Ouais. Et que leurs membres seront choisis après consultation des partis politiques et de la société civile, pour garantir l'indépendance des membres. Le premier ministre de l'époque, Achidi Achou, avait consulté le SDF et beaucoup d'autres partis politiques. Mais en nous consultant, la liste des gens qui devaient être nommés à Elections Cameroun était déjà prête. Donc ça n'avait été que de façade. Simulacre. Et lorsque cette liste est sortie, on s'est rendu compte que sur 11 membres nommés, 7 étaient membres du bureau politique et du comité central des RDPC. C'est après leur nomination qu'ils ont rapidement déposé les lettres de démission. Donc vous comprenez que avec ce genre de système, justement, on ne peut pas avoir une élection libre et transparente au Cameroun. Je voudrais terminer par la justice. Parce que la justice fait partie de ce processus électoral. Pour qu'on ait un processus électoral transparent dans notre pays, il faut que la justice soit indépendante. Justement, que la justice ne soit pas mise à la solde des partis politiques. En un mot. Lui, il a fait croire que la justice aujourd'hui est indépendante. Les membres du conseil de la magistrature sont choisis par l'Assemblée, machin et tout ça là. Mais je voudrais vous dire, confrère, que nous sommes juristes, nous savons comment fonctionne la justice de ce pays. Ce n'est pas normal de faire semblant. Nous connaissons qu'en matière politique, si moi j'ai un litige avec le RDPC, vous connaissez d'avance la solution. C'est compris, Maître Sapi. En quelques mots, Maître Tegem, pourquoi le RDPC, le gouvernement sont-ils réfractaires à une réforme du système électoral consensuel, comme le recommande à la fois ses partenaires et comme le souhaite également l'opposition camerounaise? Écoutez, le Cameroun a beaucoup à apprendre d'un pays comme la France. Quand l'ambassadeur s'exprime, il est évident qu'en matière de processus démocratique, ils ont 200 ans de plus que nous. Donc forcément, lorsque l'ambassadeur s'exprime, le gouvernement de la République sait qu'il doit adresser le problème. Le problème du code électoral, M. Noufeli, c'est-à-dire que c'est comme dit souvent lors des débats, et c'est même le mot que vous avez employé, c'est antinomique avec la démocratie. Lorsque vous dites consensus, mais il y a toujours quelqu'un qui dira non. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? On passe au vote.
Et lorsqu'on a voté, c'est le résultat du scrutin et voilà. S'agissant, le grand frère s'appuie tout à l'heure à parler, les anglophones ne sont pas ceci. J'ai aimé surtout qu'ils reconnaissent, et même M. Bignam, que non, c'est un problème, il nous appartient à nous Camerounais de régler. Parce qu'il y a aussi des continuités et il y a des convergences comme ça qui montrent que les Camerounais, après tout, s'occupent de leur pays. Je vais chuter pour vous libérer que, cher René, je suis bien d'accord avec vous qu'il faudrait peut-être adresser les problèmes anglophones. Mais le SDF est un parti fédéraliste. Le fédéralisme n'est pas un problème. Mais rappelez-vous que vous aviez une majorité de députés là-bas à un moment, mais après ils vous ont pu voter, ça veut dire qu'ils ne sont pas fédéralistes comme vous le prétendez. Merci messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Maître Lavoisier Sapi, d'être venu sur ce plateau. Merci également à Pierre-Emmanuel Bignam d'avoir participé à ce débat. Je vous remercie, messieurs Georges Teghem et Edmond Kamia, d'être venus sur ce plateau ce dimanche. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.